Bonjour à tous. Vous voici en ligne pour un nouvel atelier, le dernier atelier du Festival international des métiers de la montagne. Cet atelier va concerner les stations de montagne et notamment l'exploitation en mode Covid. C'est un atelier qui est co-organisé par l'Association nationale des maires de stations de montagne, par Domaines Cap de France et par le Syndicat national des moniteurs du ski français. Je suis Laurent Reynaud, je suis le délégué général de Domaines Cap de France et je vais céder la parole aux trois représentants des co-organisateurs. Dans l'ordre, ce sera Jean-Pierre Rougeau, le secrétaire général de l'Association nationale des maires de stations de montagne, puis Alex Molin, le président de Domaines Cap de France, et enfin Jean-Marc Simon, le directeur général du Syndicat national des moniteurs du ski français. Vous avez ensuite la présentation par France Montagne du protocole déployé dans les stations cet hiver, puis des interventions plus techniques à la fois de la part de Joël Retailleau, le directeur général de l'Association nationale des maires de stations de montagne, de moi-même et de Jean-Marc Simon à nouveau pour le Syndicat national des moniteurs du ski français. Ensuite, nous aurons l'intervention du conseil départemental de la Savoie, en la personne de Franck Lombard, son vice-président. Et pour finir, nous prendrons vos questions à partir uniquement de l'outil plateforme pour ceux d'entre vous qui êtes connectés sur cette plateforme. Voilà, je nous souhaite à tous un bon atelier. Je cède la parole à Jean-Pierre Rougeau pour l'Association nationale des maires de stations de montagne. Eh bien, Laurent, un grand merci. Donc, je suis Jean-Pierre Rougeau. Je prie d'excuser notre président, Jean-Luc Bock, de l'Association nationale des maires de stations de montagne, qui a des petits problèmes de connexion pour nous rejoindre. Voilà, donc, les stations de montagne, nous sommes actuellement en pleine effervescence de réflexion sur ce que l'on peut imaginer qui va se passer et comment va se dérouler notre saison. Il est certain que nous abordons cette saison avec une très grande prudence de communication. Il est inutile ni de faire peur, parce qu'il n'y a pas à avoir peur. Il est inutile de poser trop de questions. Je crois qu'il faut que les choses se fassent. Nous avons un pouvoir exécutif. Nous avons avec le président Molin, le président Bock et le président Brèche des instances qui sont près de cet exécutif, qui réussissent à les convaincre, qui réussissent à leur expliquer. Et l'exécutif est aussi évidemment prête une oreille extrêmement attentive à tout cela, parce qu'il a quand même aussi envie, cet exécutif parisien, que tout se déroule pour le mieux dans nos montagnes, puisque les vacances d'hiver en station représentent quand même quelque chose d'extrêmement important sur le PIB, sur l'emploi et sur les bassins de vie dans lesquels nous évoluons. Donc, moi je pense, si vous voulez, je le redis, c'est un peu mon credo, soyons confiants, parce que nous vivons une période où les vacanciers futurs qui vont venir, s'ils peuvent circuler, évidemment, s'ils peuvent circuler, qui vont venir en hiver, leur principal lieu dans lequel ils peuvent arriver, c'est dans nos stations, c'est dans nos montagnes. Je crois que nous aurons, comme l'été dernier, certainement une population de gens néophytes qui vont peut-être découvrir la montagne d'hiver pour la première fois. Ça ne sera peut-être pas des skieurs tout de suite, mais je crois qu'il y a un volet quand même intéressant à travailler là-dessus pour se fidéliser une future clientèle supplémentaire à ceux que l'on connaisse. Voilà. Bien sûr, tout ça, c'est vraiment du vœu, mais je crois sincèrement que nous allons travailler. De toute façon, il faut bien se dire que cette saison qui arrive va tous nous impacter et va tous nous faire souffrir. Le principal, c'est d'arriver à vivre, de continuer à vivre, à passer entre les gouttes, en étant ni gourmand, en étant très pragmatique, en étant plein d'humilité et surtout en étant extrêmement rassemblé. Et là, quand je dis en étant extrêmement rassemblé, je ne fais que constater ce qui est déjà, puisque toute la montagne, que ce soit toutes les entités, que ce soit les France Montagne qui réunit ces trois entités principales, que ce soit tous les acteurs de la montagne, tout le monde en ce moment se serre les coudes et tout le monde a envie en étant sur le même bateau, que tout le monde arrive à bon port et sans perdre personne à la mer au milieu. Voilà, donc je crois que véritablement, nous avons une carte à jouer. On ne sait pas quand est-ce que l'on va ouvrir, c'est vrai, on va ouvrir, et quand on va ouvrir, nous savons que nous sommes prêts, on appuie sur le bouton,
et tout ce qui aura été produit, et que je vais laisser d'ailleurs détailler par des techniciens, et notamment par Joël Retailleau de la NMSM, tout ce qui a été produit en travail préparatoire pour faire cette saison, eh bien, on n'aura plus qu'à appuyer sur le bouton et ça démarrera. Voilà, merci de votre attention. Merci Jean-Pierre. Alex, pour Domaine Scap de France. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce salon Montanéa. Alors, effectivement, c'est un peu virtuel. Cette année, on est plus derrière des écrans que dans des vraies rencontres physiques. On espère cependant que ça contribue à faire baisser la contamination parce que toutes les stations se préparent ardemment pour ouvrir, pour que dès qu'on aura l'autorisation, on puisse ouvrir et gérer l'activité sur nos domaines skiables à l'échelle des stations et permettre à nos économies de vivre. Comme l'a dit Jean-Pierre, on travaille ardemment avec l'exécutif, avec les ministères, notamment avec celui d'Elisabeth Borne, où on a trouvé des solutions pour rassurer nos collaborateurs, rassurer les saisonniers qui doivent intégrer nos sociétés. Et suite aux annonces du week-end dernier qui nous ont presque pris de court, suite aux discussions qu'on avait, aujourd'hui, nous avons, début de semaine, un courrier qui va nous permettre de rassurer tous les collaborateurs sur l'ensemble des activités des stations pour pas qu'il y ait de l'arsène, pour pas qu'il y ait d'inquiétude, parce qu'on sait que beaucoup peuvent arriver au bout de leurs droits. Voilà, c'est important pour nous. On travaille aussi ardemment sur l'ouverture, sur comment on va faire. C'est une saison qui va être particulière. C'est une saison sur laquelle on va devoir appliquer de nouvelles règles. Donc, en plus d'une préparation habituelle, nous devons trouver des solutions afin d'assurer la meilleure sécurité sanitaire. Et c'est vrai que l'union de tous les acteurs au niveau d'une station pour mettre ensemble nos protocoles et réfléchir la station comme une destination et comme une entreprise où on ne voulait pas laisser de trous dans la raquette entre ce que faisait chacun, il est important qu'on l'ait fait, il est important qu'on soit préparé et c'est aussi donner au pouvoir public la visibilité qu'on ait des acteurs engagés, concernés, soudés pour travailler ensemble et avoir la meilleure expérience. Donc, on pourrait encore en dire beaucoup, mais c'est vrai qu'on travaille aussi auprès du ministère de l'économie parce qu'il y a beaucoup de choses. On sait que l'hiver va être difficile et comment on va amortir le choc de cet hiver très difficile, ne serait-ce que parce que nous n'avons pas forcément les clientèles étrangères, que ça peut avoir un impact très important sur l'activité des territoires de montagne. Donc, on met tout en place afin que ça marche, afin aussi que nous puissions assurer que tout le monde, tout le territoire vive. Parce que l'économie de la station, elle coule dans les vallées, elle coule dans les piémonts. Même si aujourd'hui la priorité est au sanitaire, il faut se souvenir que notre activité touristique permet à l'ensemble du territoire de vivre. Merci Alex. On va donner la parole à Jean-Marc Simon, le directeur général du Syndicat national des moniteurs de ski. Merci Laurent, bonjour à vous tous. Effectivement, comme le dit Alex, c'est pas tout simple de faire ce type d'intervention, de ne pas vous voir. Certainement, ça participe à la lutte contre la pandémie et tant mieux, parce qu'on est tous investis là-dessus. Pour ce qui est des écoles du ski français, il est important de rappeler que les 17 000 moniteurs qu'on représente sont, eux, travailleurs indépendants, ne sont pas sous le régime du salariat. Et la situation est complètement différente à leur niveau. La précarité se pose dans les mêmes conditions, mais pas de chômage partiel. Les écoles du ski français, c'est aussi 2000 salariés, et tout aussi, je veux dire, concernés par la situation de ces salariés par rapport à l'incertitude de cette saison. Chaque année, c'est 2 500 000 élèves que le SF accueille, avec depuis 75 ans le même leitmotiv, sécurité et technique. Et cette saison sera particulière pour cette question de sécurité, mais le SF relèvera cet engagement et garantira au mieux cette question de sécurité pour l'ensemble de ses élèves. Il sera traité dans les 220 écoles avec la même détermination que l'on a depuis 75 ans. Aujourd'hui, avec Alex et avec Jean-Pierre Rougeau, je pense qu'on peut saluer, souligner l'engagement de la montagne et la cohérence de son action pour préparer la saison 2021. Depuis la fin du premier confinement, tout le monde s'est mis au travail, chacun dans son secteur, mais aussi tous ensemble pour engager une action cohérente en perspective de cette saison que nous attendons impatiemment. Je pense qu'on a constitué réellement une cordée efficace dont les compétences ont été reconnues par les autorités. Et je sais
je suis certain qu'on trouvera la voie pour sortir de ce passage difficile. Voilà. Merci. La production des trois coordinateurs de cet atelier, je pose la parole à Jean Silva, qui est le directeur général de France Montagne. Il va nous parler du protocole déployé à chaque étape de l'expérience client en station. Jean-Marc, c'est à toi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Écoutez, je vais peut-être couper la caméra pour des raisons de connexion. Ça sera peut-être mieux. Ravi d'être avec vous sur ce plateau. Quelques informations concernant l'infographie sanitaire de France Montagne, avec ses co-signataires, ANMSM, Domaine skiable de France, École du ski français, Nordique France, SNRT, UMI, GNI. C'est vraiment un collectif aujourd'hui qui s'est mis ensemble pour annoncer des bonnes nouvelles venues d'en haut. Oui. Et elles sont importantes. C'est de rappeler que cet hiver, on fera du ski sans masque, que ce soit sur les pistes ou dans les cours de ski. Et puis, vous la voyez à l'écran, également, on va pouvoir profiter de l'air frais et nous serons dans de grands espaces. Je crois que c'est important de le rappeler, comme ça l'a été cet été, où tous les clients qui sont venus en montagne cet été ont eu un effet anti-anxiogène réel et qui ont pu vraiment profiter de nos grands espaces. Sur l'autre document que vous voyez là, voilà, sur cette partie, merci Laurent, pour rappeler que les stations sont vraiment aux petits soins de tous leurs clients et que c'est tous engagés que la montagne pourra rester un plaisir, du côté de nos invités et du côté des socioprofessionnels. Donc, le port du masque sera bien sûr obligatoire dans les transports, qu'ils soient publics ou transports par câble, également dans les rassemblements au départ des remontées mécaniques ou au départ des cours. Et ensuite, dans les commerces, dans les hébergements, c'est les mêmes protocoles que nous connaissons aujourd'hui. Sachez que ce document a été traduit en 10 langues aujourd'hui, qu'il est utilisé par tous les offices du tourisme, tous les socioprofessionnels. Et nous avons même fait une infographie, donc visuelle, on va essayer de vous la présenter, donc en fait qui reprend ce document sous forme de Zoom, qui est un document très facile à lire, facile à comprendre et qui est important. C'est vraiment mettre en avant ces bonnes nouvelles venues d'en haut. Ça reprend ce que je vous ai dit, mais c'est assez facile à utiliser sur vos réseaux sociaux. Cette information sanitaire fait partie d'un bloc de 4 axes de communication essentiels actuellement. En complément de celui-ci, il y a bien sûr la réassurance financière qui est importante. Je remarque qu'on a la vidéo qui déroule à l'écran. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, tu me diras juste quand elle sera terminée. Oui.
Voilà, merci Laurent. Donc le simple, efficace, international, et c'est une infographie que nous mettrons à jour au fur et à mesure de l'évolution, évidemment. À ça, donc, il y a bien sûr la réassurance financière qui est également importante pour bien appréhender cet hiver et que les gens puissent être sereins de réserver, et si il y avait le moindre problème sanitaire, qu'ils puissent être remboursés. Et puis, bien sûr, à cela, nous avons travaillé sur la communication grand public, le donner envie. Nous avons démarré le 15 octobre jusqu'au 15 novembre avec cette campagne France Montagne, Atout France, Génération Montagne et Famille Plus, qui s'appelle La Montagne tout naturellement. Vous avez pu voir sur France 2, France 5, BFM TV et Gulli. Et nous avons aligné nos stratégies de communication avec tous nos partenaires de massif. Aujourd'hui, c'est Savoie-Mont-Blanc qui a pris le relais. Et tout au long de l'automne, de l'hiver, du printemps, nous allons nous relayer comme cela pour occuper le terrain, pour que la montagne soit omniprésente tout au long de cet automne, cet hiver et ce printemps. Et puis, bien sûr, nous terminons par les offres cette année que nous allons faire nous allons les simplifier au maximum, car nous espérons bien avoir plus de clientèle française cet hiver. Malheureusement, nous aurons certainement moins de clientèle internationale, vu le contexte. Donc, à nous d'être créatifs, imaginatifs, pour donner vraiment envie au plus grand nombre de venir se faire du bien là-haut, avec nous. Voilà, dans les stations qui vont bientôt ouvrir. Le froid s'installe, la neige est annoncée, les Coupes du Monde se préparent. Voilà, donc nous préparons activement pour cette saison d'hiver. Merci Jean-Marc. On a le plaisir d'avoir Jean-Luc Bock avec nous, le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne et président de France Montagne. Jean-Luc, tu as la parole. Bonjour Laurent et toutes mes excuses. Malheureusement, pour un problème informatique, j'ai dû me connecter sous le nom de Silver, donc mon DGS qui m'a prêté son lien et je vous prie de m'en excuser. C'est les joies et les aléas du direct. Comme ça a été dit, et je remercie déjà Jean-Pierre d'en avoir parlé, plus que jamais, au niveau de la montagne, on doit être solidaire, on doit tous se battre pour qu'à un moment donné, l'activité touristique qui est la nôtre puisse avoir lieu, puisse se mettre en place. Pour cela, il faut absolument qu'on soit les plus vertueux possible et que le protocole sanitaire qui vous a été expliqué soit appliqué, quels que soient les massifs, quelles que soient les stations. Il n'y aurait rien de pire qu'une ouverture qui serait suivie d'une fermeture parce qu'une station ou deux stations n'ont pas respecté ce protocole, cette sauvegarde sanitaire qui va être favorable, on l'espère, à une ouverture dans les prochaines semaines. En tout cas, tous les ministères travaillent là-dessus. On est tous conscients que pour l'instant, il n'est pas possible de donner une date d'ouverture suite au remplissage de nos hôpitaux. La montagne, on est d'abord des gens solidaires, responsables. L'esprit d'entraide, il doit bénéficier sur tout le reste. Mais à un moment donné, c'est une activité économique qui est courte, puisqu'elle dure 4 à 5 mois, qui doit être mise en avant. Et on a besoin plus que jamais d'être écouté, entendu et de travailler collégialement. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas aller plus loin. En tout cas, une petite chose est importante, c'est que le protocole sanitaire mis en œuvre, le protocole de prélèvement mis en œuvre peut fonctionner, fonctionnera. Et on était bien en avance sur les possibilités qui nous étaient offertes pour l'instant sur les tests antigéniques. On va les mettre en application. Et croyez-nous sur parole, quand on vous dit qu'on a tout fait et qu'on fait tout pour que cela fonctionne, c'est vraiment la réalité des choses. C'est l'individualisme qu'il faut bannir. On doit être solidaire et cette solidarité, plus que jamais, elle doit être omniprésente dans chacune de nos stations. Bonne saison à toutes et à tous, en espérant que celle-ci démarre le plus rapidement possible. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bien, on continue avec toujours l'Association nationale des maires de stations de montagne. C'est vrai que les maires ont un rôle essentiel dans cette période. C'est d'abord toujours eux, le chef du village, mais cette année tout particulièrement avec la crise sanitaire, ils ont un rôle particulier à jouer pour coordonner l'ensemble des socioprofessionnels. Joël Retailleau, le directeur général de l'Association nationale des maires de stations de montagne, va nous en parler plus en détail.
Merci Laurent, oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, dans ce contexte, et plus que jamais, les maires ont un rôle effectivement central dans la coordination des opérations. Donc on va un petit peu vous en parler. Je reviens juste un petit peu sur ce qui a été dit lors des précédentes interventions. Après la première vague, effectivement, l'ensemble des acteurs de la montagne se sont mobilisés pour mettre en place, avant l'été, un certain nombre de dispositifs sanitaires. Ça a plutôt bien fonctionné. La montagne a connu une belle fréquentation cet été. Les dispositifs ont bien fonctionné. Donc, on a réfléchi ensemble et on s'est dit qu'il fallait essayer de transposer ces dispositifs tout en les adaptant évidemment à la saison d'hiver qui est tout à fait particulière, dans un contexte évidemment là aussi particulier de deuxième vague. Donc c'est tout le travail que l'on met actuellement en œuvre avec l'ensemble de nos interlocuteurs ministériels, partenaires, pour mettre en place l'ensemble de ces dispositifs sanitaires. Comme il a été rappelé, nous avons travaillé ces dernières semaines avec l'ensemble de nos partenaires, Domaine Skiable, les moniteurs et beaucoup d'autres sur le protocole sanitaire national. Nous y avons apporté beaucoup de choses. Nous avons discuté jusqu'au dernier moment. Ce document devrait, on l'espère, être validé très prochainement, ce qui donnerait une base tout à fait précise à l'ensemble des acteurs et notamment des maires pour mettre en place un certain nombre de choses en station, notamment les centres de prélèvement. Le deuxième point qui est très important et qu'a abordé le président de l'association des maires de stations de montagne, c'est évidemment le déploiement de ces tests antigéniques qui nous semble tout à fait essentiel en station, puisque la rapidité des résultats liés à ces tests doit nous permettre de maintenir l'activité économique en station en allant tester un certain nombre de personnels pour justement donc nos outils puissent continuer de fonctionner. Dans le droit fil également du protocole national, l'Association nationale des maires a souhaité mettre à la disposition des maires un guide sanitaire. Alors ce n'est pas un guide contraignant, c'est un guide d'accompagnement. Nous souhaitions le diffuser à la suite du protocole national, celui-ci mettant un petit peu de temps à être validé. Nous l'avons déjà diffusé pour que les maires aient déjà une première base, des premiers éléments, des premières consignes, informations, leur permettant déjà de préparer leur station, puisque, comme on le sait, l'ouverture d'une station ne se fait pas en quelques jours, mais nécessite un petit peu de temps de préparation. Donc l'association a diffusé ce guide qui reprend pour l'essentiel des mesures qui existent déjà de manière générale dans un certain nombre de protocoles, tout en les adaptant à l'environnement des stations. Et puis, on insiste aussi particulièrement sur l'information et la sensibilisation à la fois des personnels présents en station, mais aussi des vacanciers qui viendront nous voir en station, les informer en amont, les informer lorsqu'ils sont sur place, les sensibiliser pour que tout se passe du mieux possible. Il y a un travail également à faire de la part des collectivités et des stations dans le respect des gestes barrières, du port du masque. Tout cela est en train d'être mis en place pour que dans les 3-4 semaines qui viennent, les choses soient parfaitement calées pour accueillir les vacanciers. Voilà ce que je voulais vous dire sans trop rentrer dans le détail. Peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure qui seront un peu plus précises, un peu plus pointues. Mais voilà l'objectif et en rappelant que tout est fait vraiment, comme tous les intervenants précédents l'ont dit, tout est fait pour accueillir de la manière la plus sûre possible les vacanciers dans les meilleures conditions possibles, tout en gardant évidemment le plaisir d'être à la montagne, évidemment. Merci Joël, et tu as raison de rappeler pour ceux qui nous regardent à partir de la plateforme que vous pouvez poser vos questions. Il y en a déjà plusieurs qui sont arrivées, on les traitera peut-être à la fin. N'hésitez pas
à les poser afin qu'on puisse y répondre. Si toutefois on est capable de répondre à vos questions, parce qu'effectivement il y a aussi des questions sur lesquelles on peut ne pas avoir les réponses, mais on essaye de partager le maximum d'informations tous ensemble aujourd'hui notamment. Alors, au nom de Domaines Cap de France, ce que je voulais dire, c'est évidemment m'associer complètement aux propos qui ont été tenus, puisque cette année, on a une obligation d'agilité qui est plus forte encore que d'habitude. C'est vrai qu'en tant que montagnard, on a l'habitude de s'habituer, de s'adapter en permanence aux conditions changeantes, qu'il s'agisse des conditions climatiques ou autres. Mais cette année, il va nous falloir beaucoup d'agilité. On aura besoin de toutes nos valeurs pour pouvoir affronter cette nouvelle crise. On a une communauté de destin en station, qu'on soit chef d'entreprise, que l'on soit salarié, que l'on soit vacancier même. On a la triple obligation à la fois nous de protéger nos clients, ensuite de protéger nos salariés et évidemment de protéger aussi nos emplois. Cette communauté de destin, elle fait que on ne pourra réussir ce challenge que si on s'y met tous ensemble. À la fois avec des protocoles solides au sein des entreprises pour que les salariés soient protégés, mais aussi si les clients appliquent correctement les protocoles qui leur sont également demandés. Et j'ajoute que les travailleurs en station, même dans le temps où ils ne sont pas sous l'égide de leur cadre d'emploi finalement, devront aussi veiller à respecter ces gestes barrières, sans quoi ils pourraient rapidement se trouver les uns les autres cas contact. J'espère que tout le monde maîtrise désormais la triste notion de cas contact à risque. Vous savez que si vous vous trouvez dans un lieu fermé en même temps que quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas de masque, ce qui peut être le cas par exemple à un repas, ce qui peut être le cas lors d'une fête, ce qui peut être le cas à toutes ces situations où on se retrouve en intérieur sans masque les uns les autres, ce sont des situations alors d'abord qui sont en général interdites dans les lieux fermés aujourd'hui, vous avez l'obligation du port du masque afin justement de ne pas se contaminer. Mais si d'aventure ça devait se produire, eh bien dès que l'une des personnes présentes est positive au Covid, les autres personnes qui l'ont côtoyé se retrouvent ce qu'on appelle cas contact ou cas contact à risque si elles étaient particulièrement proches. Et dans ce cas, elles vont devoir être mises à l'isolement. La mise à l'isolement, c'est encore moins rigolo que le confinement qu'on vit aujourd'hui, puisque c'est une vraie assignation à résidence, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas travailler, sauf à ce que votre travail soit télétravaillable, mais ce qui est le cas de peu d'emplois malheureusement en station. Et il va falloir attendre un certain temps avant de pouvoir passer un test PCR qui lui-même va demander plusieurs jours avant d'obtenir le résultat. Donc pendant tout ce temps, l'entreprise doit se réorganiser pour malgré tout continuer l'activité économique. Et vous, eh bien, vous êtes en arrêt maladie, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus faire votre travail habituellement et peut-être toucher les primes, les heures supplémentaires, etc., qui découlent de votre activité naturelle. Donc, on a vraiment cette communauté de destin où il faut qu'ensemble, on sache être raisonnable pour que la montagne reste un plaisir et pour que cette saison se déroule normalement. Alors, qui dit enjeu de sécurité des salariés dit évidemment dialogue social. Quelle que soit l'entreprise, et les propos que je tiens là ne sont pas propres uniquement à la branche des remontées mécaniques et des domaines câbles, ils peuvent se transposer dans toutes les autres branches. C'est un travail qui va nécessiter des aménagements de postes, qui va nécessiter des équipements, qui va nécessiter des organisations différentes dans les vestiaires, dans la façon dont on pourra prendre les repas pour être suffisamment espacé, pour avoir des démarrages en décalé des équipes, etc. Donc il y a évidemment un gros travail au sein de toutes les entreprises et encore une fois c'est tout à fait transversal, mes propos sont transversales et ce travail naturellement il se tient en lien avec les représentants du personnel au sein des CSE et les gestes barrières sont déployés au sein de l'ensemble de l'entreprise. Le second point, c'est que pour une entreprise qui est confrontée à cette crise sanitaire et avec l'enjeu d'agilité qui est le nôtre, puisque notre saison elle dure 4 mois et demi, c'est très court finalement et personne ne peut se permettre d'avoir un cluster dans une entreprise qui l'obligerait à fermer pendant plusieurs semaines. On ne peut pas se le permettre pour des raisons sanitaires, on ne peut pas plus se le permettre pour des raisons d'emploi et d'économie. Et donc, il faut être capable, en cas d'absentéisme, et de l'absentéisme, il y en aura, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de cas Covid parmi les travailleurs de nos stations. Ça arrivera en montagne comme ça arrive partout ailleurs. Il faut simplement l'avoir anticipé et mis en place ce que les entreprises appellent un plan de continuation d'activité, c'est-à-dire comment je fais si telle ou telle personne, telle ou telle compétence, bien j'en suis privé l'espace de 10 jours, 15 jours, être capable de continuer malgré tout, y compris s'il le faut en mode dégradé, à proposer le service.
J'en viens donc à la question de l'activité partielle. Plusieurs questions ont été posées sur l'activité partielle. C'est ce dispositif qui permet, lorsque l'emploi ne peut pas être tenu parce que l'activité est rendue impossible, c'est particulièrement le cas lorsqu'il y a une autorisation, une interdiction administrative de travailler, le salarié eh bien, reste chez lui, l'entreprise n'a pas de chiffre d'affaires, mais le salarié touche, dans les secteurs protégés que sont le tourisme et jusqu'au 31 décembre, on va dire à peu près 84% de son salaire net, ce qui est évidemment une mesure qui a été essentielle, et ceux d'entre vous qui l'ont expérimenté le 15 mars s'en souviennent, lorsque, à l'occasion du premier confinement, s'est posé la question de savoir si les contrats saisonniers dont la date de fin avait déjà été atteinte ou dépassée, si ces contrats pouvaient continuer d'être maintenus et mis en activité partielle. On s'est battu aux côtés des syndicats de salariés d'ailleurs, pour obtenir du gouvernement que les contrats saisonniers puissent être maintenus en général jusqu'au 15 avril, parfois au-delà, en activité partielle. Et c'est cette même mesure que l'on sollicite aujourd'hui de la part du gouvernement pour un début de saison, si d'aventure les stations ne pouvaient pas ouvrir à la date à laquelle elles ont prévu d'ouvrir, ce qui pour l'instant est une décision, vous l'avez compris, qui n'a pas encore été prise. Voilà pour ce qui concerne l'activité partielle. On aura tout à l'heure l'intervention du conseil départemental de la Savoie, mais je vois qu'il n'est pas encore parmi nous, que Franck Lombard n'est pas encore parmi nous. Et donc, je propose de prendre un certain nombre de questions, sauf à ce qu'il y ait d'autres interventions de la part des intervenants. Mais je ne vois pas de main levée. Alors, on a une question sur les restaurants d'altitude. Est-ce que les restaurants d'altitude pourront ouvrir? Bon, alors nous n'avons pas de représentants de l'hôtellerie-restauration ici, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la situation des restaurateurs en station, d'abord, elle découlera de ce que les restaurateurs ont le droit de faire sur l'ensemble des territoires de la République. Et cette décision-là n'a pas encore été prise pour le mois de décembre. Et donc, c'est d'abord ça qui fera la différence. Ensuite, un restaurant d'altitude, c'est comme un restaurant dans la station. Et donc, c'est important qu'il puisse ouvrir en même temps que les domaines skiables. Et on espère que c'est ce qui se produira. Je ne sais pas si Jean-Luc ou Joël, vous souhaitez ajouter quelque chose sur l'ouverture des restaurants? Alors, merci Laurent. Oui, simplement, on fait tout comme partout pour que cela puisse fonctionner. Et la demande complémentaire qu'on a fait, bien entendu, c'est de savoir si l'emporté pourra être privilégié. C'est ce qui était demandé un petit peu partout et c'est ce qui semble être appliqué dans la plupart des restaurants. Et à ce niveau-là, on demande aussi expressément que les terrasses extérieures puissent être utilisées avec une distanciation. Cela nous permettrait d'avoir quand même un petit peu plus de lisibilité et de facilité pour nourrir nos vacanciers. Voilà les demandes express concernant les restaurants. Mais encore une fois, c'est le protocole national qui s'applique et qui s'appliquera jusqu'à ce qu'on puisse en changer. Merci Jean-Luc. Tu vas peut-être pouvoir garder la parole ou Joël, je ne sais pas. On a une autre question qui concerne peut-être l'autorité délégante, autorité organisatrice des remontées mécaniques. Il s'agit de la question de savoir si les stations, dès lors qu'elles auront le droit d'ouvrir, enfin dans l'hypothèse où elles n'auraient pas le droit d'ouvrir à Noël, ce que personne ne souhaite, si elles seront dans l'obligation d'ouvrir dès qu'elles auront la possibilité, ou si certaines stations pourraient attendre seulement la période de février pour ouvrir. Je pense que c'est une question qui s'adresse plus à l'autorité organisatrice des remontées mécaniques qu'aux exploitants que je représente. Alors, le but, comme ça a été évoqué quelques fois, et ça a même été évoqué très souvent en ce moment, malgré les fake news qu'on peut entendre à droite et à gauche, je ne crois pas qu'un seul exploitant au monde souhaite rester fermé, souhaite rester confiné quand il a la possibilité de réaliser son activité économique. Donc, toutes les remontées mécaniques, si on a la possibilité d'ouvrir nos stations, bien entendu, elles ouvriront en même temps et les domaines skiables seront ouverts en même temps. C'est tout un écosystème qui fonctionne derrière, qu'on parle des moniteurs, des personnes, des remontées mécaniques ou alors de l'intégralité du fonctionnement des stations. Ça a été dit plusieurs fois que le tout-ski c'était fini, mais que c'est fini aussi. Donc, c'est quand même, avant toute chose, en hiver, des stations fonctionnant avec de la glisse.
Donc, les remontées doivent ouvrir. Merci Jean-Luc. Alors, on a une question sur la distanciation physique sur les remontées mécaniques. Je lis la question. N'aurait-il pas été plus rassurant pour la clientèle de mettre en place de la distanciation physique dans les remontées mécaniques quand c'est possible? Alors, je peux répondre à cette question. En fait, il y a un décret qui est applicable, qui est le décret du 29 octobre et qui s'applique en fait à tous les transports. Ça n'est pas propre aux seules remontées mécaniques, qui dit, et vous l'avez sans doute remarqué si vous avez pris le train, le bus ou le métro pour ceux qui sont des urbains, ou le tramway, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de limitation de débit, pas de réduction de la capacité d'emport de ces transports publics. Et pour les remontées mécaniques, c'est exactement la même chose, pour la bonne et simple raison que si on limitait le débit sur les remontées mécaniques, par exemple en condamnant un siège sur deux au sein d'un même siège suspendu au câble, eh bien, on réduirait drastiquement le débit et donc on constituerait des queues plus importantes en bas de la remontée mécanique. Or, finalement, sur un domaine skiable, on est au grand air, on est en plein air, il faut le rappeler. On a dans la queue, comme sur la remontée mécanique, cette obligation de port du masque, alors même qu'on est en extérieur. Et d'un point de vue sanitaire, c'est quelque chose qui est suffisant et qui est meilleur que peut-être ce qu'on peut trouver dans des réseaux souterrains de métro. Où il n'y a pas davantage de réduction de capacité. C'est la raison pour laquelle sur les remontées mécaniques, alors quand il y a peu de monde, effectivement, il faudra s'espacer dans les files d'attente, mais lorsqu'il y a affluence, la distanciation de 1 mètre entre les personnes ne sera pas impérative, et c'est pour cette raison que le masque est rendu obligatoire sur les remontées mécaniques. On a ensuite une question qui concerne le syndicat des moniteurs, Jean-Marc. Je te lis la question. Suite au fonds ESF ouvert à cet effet, les écoles de ski ont-elles commencé à enregistrer plus de demandes de classes de neige que les années passées? C'est vrai qu'on a un vrai sujet sur les classes de neige. Et la question dit, ou bien est-ce que la situation sanitaire a rendu ce fonds caduc? Jean-Marc, tu peux répondre? Merci. Oui, effectivement, les écoles du ski français ont créé un fonds de notation qui s'appelle En France et Montagne et qui est destiné à soutenir les classes de découverte et soutenir financièrement. Non, on ne peut pas dire qu'on a enregistré plus de demandes avec la création de ce fonds, ce serait pas juste. On a déjà pas mal de demandes, effectivement, de soutien de la part de ces classes de découverte, mais leur problématique aujourd'hui est avant tout sanitaire, avant d'être financière. Ça n'a pas rendu pour autant l'action de ce fonds caduc, bien au contraire. Je pense que c'était nécessaire d'avoir cette initiative. Elle est peut-être difficile à animer à la minute, mais en même temps, je pense qu'elle est complètement aider ce public à se relancer. Merci Jean-Marc. Alors, on attend toujours l'intervention de Franck Lombard qui ne nous a pas rejoint. Pour l'instant, on a épuisé les questions qui nous ont été posées. Peut-être un complément sur les classes de neige, classes de découverte. On a eu récemment un contact assez intéressant avec le cabinet de Jean-Michel Blanquer sur ce sujet. C'est vrai qu'en Dasen, les messages sont un peu compliqués pour les organisateurs, puisque le principe de précaution fait qu'actuellement on a plutôt tendance à dire ne faites rien, alors qu'au contraire il faut essayer de préparer également ces séjours, même si c'est compliqué à mettre en place. Donc le ministère de l'Éducation nationale devrait essayer en tout cas d'inciter, mais tout en respectant l'ensemble des mesures sanitaires, devrait inciter à maintenir, à organiser ces classes de neige sur l'hiver, évidemment peut-être avec des protocoles sanitaires renforcés, mais c'est en tout cas le souhait du ministère. Et puis il y a un fonds qui vient d'être créé, un fonds de soutien à l'ensemble des organismes gestionnaires de classes de découverte, donc qui vient d'être mise en place aujourd'hui par le gouvernement. Merci Joël. Alors, on a une question pour savoir si une campagne de communication, et ça concerne France Montagne, donc soit Jean-Luc Bock, soit Jean-Marc Silva, si une campagne de communication ciblant en particulier la clientèle française est prévue. Jean-Luc? Alors, en ce qui concerne les campagnes de
de communication au niveau national. Déjà, on a fait beaucoup de campagnes nationales. On s'est mis d'accord avec tous les intervenants, donc toutes les forces vives de la communication au niveau national, et on a travaillé les uns derrière les autres pour que depuis le 15 octobre, on ait une vision nationale de la montagne française et qu'on ait une continuité dans cette communication. Le but, c'est de faire voir à toutes les personnes qui sont aujourd'hui confinées, qui ont des difficultés à se déplacer, que la montagne française, lorsqu'elle le pourra, sera prête à les accueillir. On espère, comme ça a déjà été dit, un surcroît d'activité au niveau des Français parce qu'on aura une perte de fréquentation au niveau international. On aura très peu, voire pas de longs courriers et moins d'internationaux européens. Donc, essayons de compenser avec des Français et en continuant cette communication qui va être activée là jusqu'à fin décembre et reprendra à partir du 4 janvier pour les intervacances. Merci Jean-Luc, et ça fait le lien avec une autre question qui nous est posée sur les nouvelles clientèles et sur le modèle économique des stations. C'est vrai que cet été, et tu peux sans doute nous en dire un mot, les stations ont vu arriver, notamment fin juillet et tout le mois d'août, des clientèles qui n'étaient pas venues depuis longtemps ou même qui n'étaient jamais venues l'été en montagne. Est-ce qu'on peut espérer un renouvellement aussi des clientèles cet hiver dans nos stations, à défaut de clientèle étrangère, plus de clientèle française et peut-être une évolution du modèle économique des stations? C'est la question qui nous est posée. En ce qui concerne de toute façon les vols long courriers, on sait très bien que ça risque d'être difficile. Donc les personnes qui avaient l'habitude de partir à l'international, qui avaient l'habitude de partir au soleil, auront plus de difficultés à trouver des séjours. Et par rapport à cela, on espère que ce qui s'est passé cet été avec les difficultés à se déplacer se renouvellera cet hiver et qu'on aura, comme ça a été le cas, des gens qui pour la première fois vont venir nous voir en hiver, puisqu'on a eu énormément de personnes qui sont venues nous fréquenter nos stations et tout massif confondu cet été. Espérons-le, c'est le moment ou jamais de venir à la montagne. C'est vraiment ce qui va être dans le viseur, en tout cas, de tous les Français. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite et ce que l'on espère. Et c'est pour ça que toutes nos campagnes sont sur des réseaux sociaux, sont sur des médias, on va dire, digitaux et des campagnes télévisées avec notamment France Télévisions, BFM TV, Gulli, pour favoriser cette vision nationale de la montagne française. Super, Jean-Luc, merci. Et je pense que c'est le moment, puisqu'on est dans une séquence France Montagne, peut-être de partager un des médias, une des vidéos qui fait la campagne de France Montagne, avant peut-être que Jean-Marc puisse compléter sur le printemps du ski. C'est ce que je vous propose. Donc, petite intermède, la vidéo fait moins d'1 minute, mais elle est très sympathique. Là-haut, là-haut. Là, c'est maman et moi. Avant mon arrivée. Là-haut, feuilles, place, au fleuron. Tada! Nous voilà. Date de Noël. Nos premières neiges à la montagne. La popeuse. Maintenant, c'est nous, la montagne et les étoiles. C'est beau, vous trouvez pas? Nous voilà des souvenirs plein la tête. Merci pour cette première année. La montagne, tout naturellement. Un mot peut-être du printemps du ski, Jean-Luc, je ne sais pas. Et je vois que Jean-Pierre Rougeau souhaite prendre la parole également. Alors, comme on a des difficultés à savoir avoir de la visibilité, et bien on espère que si la saison démarre difficilement, ce qui va être le cas, mais si elle démarre déjà, on sera déjà très heureux. Et il ne faut jamais oublier que le ski est né au printemps. Et depuis plusieurs années, depuis 7 ans très exactement maintenant, France Montagne plébiscite le printemps du ski, plébiscite les skieurs au printemps, et espérons qu'une fois de plus, cela sera bénéfique et que les gens qui n'auront pas, les vacanciers qui n'auront pas eu la possibilité de venir nous voir à Noël ou en début d'hiver pourront reporter leurs vacances et venir sur le mois de mars et d'avril.
c'est des moments magiques, c'est des moments où vous avez du soleil, très souvent une excellente neige et la possibilité d'avoir encore plus de distanciation qu'à l'habitude, puisque la montagne au printemps, elle a tous les avantages et tous les charmes pour vous accueillir. Merci Jean-Luc. J'ai vu que Jean-Pierre Rougeau souhaitait prendre la parole aussi. Oui, Laurent, merci. Alors, très simplement, c'est une réflexion en ce sens que cette catastrophe qui nous arrive, avec tous ces effets négatifs, révèle quand même un côté positif, c'est-à-dire que cette Covid a fait venir des néophytes de la montagne, des primo-accédants à la montagne cet été, et puis on va encore avoir effectivement ce phénomène cet hiver. Et si vous voulez, ça se conjugue avec la promotion et le marketing qu'a fait France Montagne depuis quelques mois sur les bienfaits psychiques et physiques qui sont vraiment les vertus cardinales de la montagne, parce qu'un séjour à la montagne, je pense que les spectateurs qui nous regardent ne sont peut-être pas tous des spécialistes de la montagne, mais nous qui sommes sur scène connaissons tous ça. Un séjour à la montagne est extrêmement régénérant. Je prends toujours cet exemple. Quand je suis dans une salle, je demande mais qui fait du step? Alors tout le monde lève la main. Et puis je dis mais qui fait du yoga ou de la sophro? Il y en a beaucoup qui lèvent encore la main. Et à ce moment-là, je leur dis mais écoutez, vous venez à la montagne, vous mettez des baskets, vous montez gentiment. Ça c'est le step. Et quand vous êtes arrivé en haut, vous vous asseyez, vous faites un 360 pendant quelques minutes. Et là, c'est vraiment un exercice de sophro ou de yoga qui est vraiment extrêmement très important et régénérant. Donc la campagne qu'on a fait était presque prémonitoire pour initier de nouveaux visiteurs à venir sur nos territoires. Et effectivement, je crois on va les accrocher. Ce n'est pas possible qu'on ne les accroche pas. Ce n'est pas possible que les gens qui sont venus une fois ne reviennent pas. La montagne est tellement belle. On a un très, très bel avenir à la montagne pour vivre et pour passer les vacances. Ça sera peut-être aussi des effets. On aura des effets négatifs avec le réchauffement climatique, mais on aura aussi des effets positifs. Et donc, je crois que l'avenir des vacances à la montagne, et d'ailleurs, si on prend par exemple Club Méditerranée, avec Henri Gécas d'Erstin, qui est le meilleur ambassadeur pour vendre la montagne 4 saisons. Et il y croit depuis des années. Il veut que ça devienne la destination phare des touristes, des vacanciers en toute saison. Eh bien, il développe exactement ça. C'est le bienfait sur au moins 3 ou 4 saisons. 3 saisons, ça serait déjà bien. Et vraiment, on a un très bel avenir devant nous. Il faut vraiment être très, très, très optimiste à ce niveau-là. Merci Jean-Pierre, merci. Alors on a plusieurs questions qui sont arrivées. La première concerne les polémiques qu'on voit parfois apparaître sur les réseaux sociaux. Enfin bon, on sait ce que c'est, les réseaux sociaux, ça aime les polémiques, mais par rapport à l'ouverture des stations, dans certains cas, on voit qu'elle peut être décriée par rapport au confinement. J'ai envie de me tourner à nouveau vers Jean-Luc Bock. C'est bien sûr souvent les maires, évidemment, qui sont à la manœuvre sur ces questions. Je pense que la question fait référence peut-être à l'accidentologie du ski. Est-ce que là-dessus, on a des débuts de réponse à apporter quand le territoire sera en capacité d'accueillir des vacanciers? Alors, on va dire que toutes ces polémiques, oui, elles naissent parce que la plupart des personnes ne savent pas de quoi elles parlent pour certaines. C'est quand même incroyable quand on nous annonce depuis des semaines que les restaurants n'ouvriront pas, que les stations ouvriront après le 15 janvier, après fin janvier. On est, Laurent, et tu le sais, et tous les acteurs de la montagne qui travaillons d'abord depuis plus d'un mois sur le protocole sanitaire, on a en relation toutes les semaines, voire 2-3 fois par semaine, avec des cabinets ministériels, avec des ministres. Et si eux n'ont pas cette réponse, comment voulez-vous que nous, on ait cette réponse et qu'on puisse vous la donner? En tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que tout le monde travaille dans le sens d'ouvrir nos stations, de faire fonctionner nos stations, mais cela quand la situation sanitaire le permettra. Je l'ai déjà dit, je me répète et on se répète, mais visiblement, ça ne passe pas tout le temps. On est d'abord des gens responsables, les montagnards, on ne fait pas n'importe quoi, et une ouverture prématurée suivie d'une fermeture parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il fallait, ce serait le pire des scénarios. Donc on n'envisage pas cela, pas un seul moment, et on est tous conscients que c'est difficile, que c'est problématique, mais c'est l'avenir qui nous dira si on avait raison ou pas d'être prudent, prévoyant et d'anticiper les choses.
Merci Jean-Luc. Jean-Luc Bock, le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Je le dis parce que ce n'est pas le nom qui apparaît sur sa webcam. Une autre question qui va un peu avec, qui nous est posée, est-ce que l'arrivée des saisonniers ne pourrait pas mettre en péril l'ouverture des stations? Alors, j'en profite pour dire que sans saisonniers, il n'y a pas d'ouverture des stations, mais la question qui est posée est une question sanitaire. Est-ce que ça ne pourrait pas mettre en péril l'ouverture des stations si une procédure systématique de test au Covid des personnes à l'échelle du territoire n'est pas mise en place? Jean-Luc, ça rejoint la question de la stratégie des tests qui seront déployés en station, n'est-ce pas? Oui, complètement, Laurent. En fait, ce qui a été prévu et ce qui est programmé, ce qui est en cours de validation définitive, c'est des cabinets de tests ou des zones de tests dans toutes les stations avec des tests antigéniques qui nous permettront de savoir si les personnes sont symptomatiques ou asymptomatiques, cela dans le quart d'heure, la demi-heure qui suit le test, de façon à isoler ces personnes si tant est qu'elles sont porteuses du virus ou non, et d'éviter sa propagation déjà au sein des saisonniers et ensuite au sein de nos vacanciers. Mais Laurent, tu l'as très bien dit en introduction de ce webinaire, à un moment donné, nos vacanciers, au bout d'une semaine, ils repartent chez eux. Que nos saisonniers, ils sont là pour 4 mois et demi, et s'ils se contaminent entre eux et qu'on a des clusters très importants dans la station, c'est tout un pan de l'économie qui sera obligé de fermer. Et si on perd les remontées mécaniques, si on perd les moniteurs, si on perd nos commerçants, on ne pourra pas maintenir nos stations ouvertes. Voilà pourquoi on a travaillé là-dessus et voilà pourquoi on est tous solidaires et conscients que cette détection antigénique de nos personnels est la base de la sécurisation de nos hivers. C'est vrai, Jean-Luc, tu as raison et je peux tout à fait abonder dans ton sens en tant que représentant d'un certain nombre d'employeurs en station. Il faut savoir qu'une personne sur deux détectée positive au Covid-19 est asymptomatique. Ça veut dire qu'on peut tout à fait ne ressentir absolument aucun symptôme particulier et se croire en bonne santé et dans le même temps contaminer les gens qu'on aime, les gens qui nous sont proches, les gens avec qui on partage sa vie, voire, si on n'applique pas correctement les protocoles dans l'entreprise, contaminer ses collègues de travail. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'il faut, même si on pense n'avoir aucun symptôme, même si on n'a aucun symptôme, périodiquement se poser la question. C'est plus particulièrement vrai encore des personnes qui sont au contact des clientèles. Vous savez que dans une grande station autrichienne, Ischgl, pour pas la nommer, à l'hiver dernier, c'est dans un restaurant qu'une des personnes, l'un des travailleurs du restaurant a contaminé des centaines de personnes, littéralement, parce que certaines personnes, sans qu'on sache pourquoi, sont plus contaminantes que d'autres. Et donc, notre responsabilité tous ensemble, si on veut préserver nos salariés, nos clients et nos emplois, eh bien, c'est d'être vigilant dans l'application des gestes barrières et de remettre en cause régulièrement sa façon de faire. Et est-ce que je suis positif? J'ai besoin de le savoir, j'ai besoin de m'en assurer. Et bien entendu, c'est pas parce qu'on est testé négatif un jour qu'une semaine plus tard, 15 jours plus tard, il n'y a pas lieu à nouveau de se reposer la question, parce qu'on n'est jamais protégé complètement contre la Covid-19. Il y a un peu d'écho. On a des questions sur… Attendez. Alors, on a des questions sur le 4.0. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement l'objet de notre atelier. On a une question sur les think tanks, sur l'avenir de la montagne. Ce sont des questions qui échappent, à mon avis, un petit peu au périmètre de légitimité qu'on s'était donné. Je vois que Jean-Marc Sylvain a réussi à se reconnecter. Je sais qu'il souhaitait intervenir tout à l'heure. Peut-être peut-il le faire. Oui, merci Laurent. Je crois que non, c'était juste pour compléter les propos de Jean-Luc sur la communication. Évidemment que nous savons que nous aurons moins de clientèles internationales et avec toutes les stations, tous les massifs, les territoires, nous travaillons activement la clientèle française et également des débutants, d'où effectivement la mise en avant du printemps du ski. Je crois que c'est vraiment une nouvelle donne qui apparaît et avec de nouvelles offres, puisqu'il va falloir se réinventer. Ce qui était vrai l'année dernière ne le sera pas cette année. Donc, ouais, soyez rassurés, on est tous alignés avec tous les offices du tourisme, les territoires, tous les socioprofessionnels pour accueillir ces nouveaux montagnards. Parce que, comme l'a dit Jean-Pierre Rougeau, la montagne va faire du bien après ce confinement et je crois que c'est vraiment un rôle que devra aussi jouer la montagne pour faire du bien à la société.
Alors, écoutez, j'ai l'impression qu'on a un peu épuisé les questions. C'est bien, on en a eu beaucoup, c'est une bonne chose. Si l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose, c'est le bon moment. J'ai demandé au conseil départemental de Savoie si on avait des nouvelles de Franck Lombard. Et je pense que d'ici quelques minutes, et peut-être en avance un peu sur l'horaire, on pourra céder la parole au président et coprésident de Montanéa qui clôtureront ce Festival international des métiers de la montagne. Est-ce que parmi les intervenants, il y a des prises de parole supplémentaires? Non. Je ne vois pas non plus de questions supplémentaires se dessiner. Donc, je propose à Christophe… Laurent, oui. Laurent, vous n'avez Oui. pas mis mon micro. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être parler de l'action de la région avec le président Wauquiez, du département avec le président Guémard qui est-ce Alors, qui… c'était un petit peu le but de la présence du conseil départemental. Peut-être que Jean-Luc, tu peux en dire un mot en tant que Savoyard? Oui, Laurent, merci. Alors, en ce qui concerne la Savoie, en parfaite adéquation avec le département et le président Guémard, on est passé par le département pour pouvoir commander via l'UGAP ces tests antigéniques qui permettent en fait d'actionner très facilement ces commandes au niveau des municipalités, parce que comme vous le savez peut-être, on est soumis à la règle des appels à candidature, des appels d'offres au niveau des municipalités, tandis que le département avec l'UGAP pouvait le faire. Mais c'est une très bonne initiative et ça nous permet, nous, tous les maires de station, de pouvoir avoir en quantité suffisante dès le début et dès l'ouverture de nos stations de tests qui nous permettront, comme on l'a dit précédemment, de protéger notre population de travailleurs permanents et saisonniers et en partie aussi la population touristique et vacancière. Il faut savoir qu'à ce complément, une grande partie des médecins de montagne sont en train de se fédérer pour avoir le même type de principe. Et dans les cabinets médicaux, il y aura des tests antigéniques qui permettront aussi de détecter et d'isoler une certaine frange de la population, et notamment des vacanciers, pour éviter cette contamination. C'est vraiment une belle initiative. Laurent Wauquiez est en train d'essayer de mettre cela en place aussi et il va réussir à mettre cela en place au niveau de la région pour qu'on détecte l'intégralité ou en tout cas une très très grande partie des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes pour tous nous protéger et qu'à un instant T, on arrive à rompre cette chaîne de contamination. C'est vraiment le but. Alors, parmi les actions… Oui, pardon. Vas-y, Joël. Excuse-moi Laurent, juste pour compléter les propos de Jean-Luc Bock, dire simplement que l'association des maires fait le lien entre l'ensemble des stations françaises, adhérentes de l'association et non adhérentes, pour mettre tout le monde dans la boucle, l'ensemble des stations vis-à-vis des collectivités qui ont acheté ces tests, pour que les choses se fassent rapidement, simplement, et que les stations aient suffisamment, enfin des tests en quantité suffisante dès le démarrage de la saison dès que ce sera possible. Merci Joël pour ces précisions. Alors, je voulais pour ma part, donc si on excuse l'absence du conseil départemental de Savoie, ajouter que le conseil départemental de Savoie, mais comme l'Isère, comme la Haute-Savoie, comme les Hautes-Alpes, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Sud, et un certain nombre de départements également dans les Pyrénées, va participer à une campagne de prévention à destination des travailleurs des stations. Et ce sera le cas aussi de la totalité des syndicats patronaux qui représentés en station. Je pense à l'Union Sport et Cycle, je pense à l'UMI, je pense au GNI pour l'hôtellerie, café, restauration, Domaine Scap de France évidemment. Il y aura également les syndicats de salariés. Les syndicats de salariés seront présents, l'Association nationale des maires de stations de montagne naturellement, au titre à la fois des mairies et des offices de tourisme. Autant dire que le PAC station, salariés, employeurs et territoires, collectivités territoriales, va se mettre autour de la table pour apporter toute l'information et toute la sensibilisation nécessaire auprès des travailleurs de montagne, qu'il s'agisse des travailleurs indépendants, qu'il s'agisse des permanents, qu'il s'agisse des saisonniers.
dont le mode de vie. Voilà, on rigole souvent avec la fondue ou la raclette qui serait plus propice que d'autres types de plats régionaux à la contamination. Ce n'est évidemment pas le cas, c'est une boutade. Mais il y aura une campagne de prévention à destination des travailleurs de station parce que c'est important qu'on soit tous mobilisés contre ce virus qui en veut à notre santé et qui en veut à nos emplois. Je sais que Jean-Marc Simon souhaite apporter des compléments par rapport au protocole ESF. Alors, je ne peux pas, Jean-Marc, te partager l'écran. C'est pas quelque chose que je peux faire. Peut-être la technique, les gens de la technique sauront le faire pour moi. Mais je te donne déjà la parole. Est-ce que tu m'entends là? Oui. Ok, merci. Non, mais tant pis, c'est pas grave. Je pense que l'action du syndicat sur ce sujet, elle a démarré par un gros travail d'information et de partage de cette information en direction des moniteurs de ski. 17 000 moniteurs, 17 000 travailleurs indépendants éparpillés dans la France entière aujourd'hui. Certains d'entre eux sont permanents dans les écoles de ski, d'autres occasionnels. On a une vraie problématique pour les embarquer sur toute la stratégie qu'on a élaborée ensemble avec les institutions de montagne. Et on a réalisé un très gros travail de communication, très appuyé par une production régulière de newsletters, et avec un taux d'ouverture moyen de près de 60% et un temps de lecture supérieur à 10 secondes dans 80% des cas, on a vite noté l'intérêt de cette production et l'attention que les moniteurs y portaient. En même temps, on développe pour mobiliser ces professionnels des webinaires thématiques qui vont se dérouler à partir de début décembre pour les mobiliser sur le sujet plus encore. On a le même souci en direction des directeurs d'écoles de ski. On a 220 écoles de ski, donc 220 directeurs, 220 relais d'information. Il faut aussi mettre à niveau en termes d'information. On a pu le faire au travers d'un congrès national et là, comme pour le congrès de DSF, on a vu la motivation, l'attente, l'envie de s'engager et d'agir tous ensemble. Ça a été un rendez-vous essentiel pour mobiliser les troupes et pour commencer à partager ce qu'on entendait faire pour les saisons à venir. Et on vient de réaliser à nouveau là, une série de 6 vidéoconférences pour un groupe de 30 directeurs pour partager les dernières actualités et pour avancer tous ensemble de manière unie. Une des clés qu'on a bien identifiées, et comme toutes les questions, c'est que des référents Covid soient désignés, que cette question soit administrée à tout niveau, y compris au niveau local. Ce sera certainement la clé d'une action cohérente. Pour suivre, on a tout de suite produit un guide métier sur environ 25 pages qui a fait l'état des lieux de chaque instant de la journée, que ce soit du point de vue du personnel, des écoles de ski, des moniteurs, de l'usage des locaux, de l'accueil de la clientèle au guichet ou de l'accueil des élèves, qu'ils soient grands ou petits. Toutes les situations ont été décrites de manière très pédagogique, très directe, et je pense que ce guide contribuera aussi à une compréhension facile de la situation et des actions à réaliser. Tout cela, bien sûr, c'est réalisé, je tiens à le dire, dans le cadre des directives émises par le ministère des Sports, dont on a respecté scrupuleusement, bien sûr. Enfin, deux points, c'est qu'on a développer toute une politique de sourcing, d'approvisionnement pour les écoles de ski en matériel anti-Covid, une gamme de produits qu'on n'a pas l'habitude de fournir aux écoles de ski, mais qui est arrivée qui était nécessaire pour simplifier la vie des écoles de ski. De même que l'initiative a été prise d'équiper avec des masques, d'équiper les moniteurs de ski avec des masques produits à Lyon d'ailleurs. Et enfin, sur la question des tests, le syndicat national a décidé d'équiper les écoles de ski à hauteur de 20% de leur effectif pour démarrer la saison, avec des tests antigéniques, pour pouvoir effectivement tester immédiatement en cas de suspicion, évidemment, et lever le doute au plus vite et rassurer tout le monde.
Voilà un petit peu en synthèse que du côté du syndicat national et des écoles de ski, ce qui a été mis en œuvre. Laurent. Merci Jean-Marc. On a 2 questions supplémentaires auxquelles on va pouvoir répondre. La première concerne les employeurs. Il est demandé dans quelles conditions les employeurs peuvent procéder ou faire procéder chez leurs salariés à des tests. Il y a 3 conditions. Alors, vous avez tous compris l'intérêt qu'il y avait à procéder à ces tests, et y compris régulièrement. À la fois, d'ailleurs, je ne sais pas si on est tous très spécialistes des différentes sortes de tests, mais il y a des tests virologiques qui permettent de dire si j'ai le virus et donc si je suis contagieux. C'est les tests PCR ou les tests antigéniques. Les tests antigéniques sont les plus récents. Ils sont beaucoup plus rapides et c'est ceux que Jean-Luc Bock a indiqué que les maires allaient déployer en station. C'est ceux que le syndicat national des moniteurs déploiera aussi en direction de leurs moniteurs. Et puis, il y a des tests sérologiques qui, eux, ne disent pas si vous avez le virus à l'instant T, mais si vous avez été confronté par le passé au virus et si vous en conservez des facteurs d'immunité. Mais ça aussi, c'est une information qui peut être utile d'avoir pour savoir si on est plus ou moins robuste en cas de contact avec une personne contact. Parce que ce qu'on souhaite effectivement, c'est lorsque on devient cas contact de quelqu'un, on voit que la procédure est très longue pour lever le doute et que pendant tout ce temps, on ne peut plus travailler. D'ailleurs, une demande de dérogation est en cours pour les personnels dont la présence est indispensable à la sécurité de la station. Je pense aux pisteurs artificiers qui déclenchent les avalanches, je pense aux gens qui font les évacuations sur les remontées mécaniques, par exemple, pour que s'ils sont asymptomatiques et qu'ils sont cas contact, eh bien, on puisse, le temps d'obtenir le résultat du test, continuer à les faire travailler moyennant un protocole renforcé de présence dans l'entreprise. Protocole renforcé, ça veut dire par exemple ne pas prendre son repas avec les autres, parce que s'il se révèle que la personne est effectivement positive, on se retrouve avec toute une partie de l'entreprise qui est cas contact et on ne peut pas se le permettre. Donc, sur la question qui nous est posée des conditions dans lesquelles cela peut être fait, il y a quand même 3 conditions. C'est 1, le volontariat du salarié, mais on a tous compris l'intérêt qu'il y avait à le faire. 2, la gratuité. Il est évident que tout ça est absolument gratuit pour le salarié. Ces tests, tu n'en as pas parlé Jean-Luc, mais ils ont un coût évidemment. Il y a le coût du réactif, mais il y a le coût des locaux, le coût des prélèvements, des personnes qui prélèvent, l'enregistrement administratif, tout ça a un coût. J'allais dire, c'est notre affaire. À nous, professionnels et élus des stations, et sous l'égide du maire, des tours de table auront lieu pour que, et sans doute avec des contributions comme celle des grandes collectivités territoriales, l'avenir le dira, en tout état de cause, c'est évidemment gratuit pour le salarié qui vient à la demande de son employeur. Et le dernier critère, c'est la confidentialité des résultats. Voilà pour rappel. Je crois que Jean-Marc Silva voulait répondre à la question qui nous est posée sur les prix des séjours. Jean-Marc ? Oui, merci Laurent. Je vais effectivement pouvoir donner quelques informations. Il faut savoir que la montagne française, notre richesse, c'est avant tout la diversité, avec 350 stations. Et je crains qu'on ait perdu Jean-Marc. Il avait une connexion difficile, je le savais. Bien, on me dit que Franck Lombard définitivement est retenu dans sa voiture, ne pourra pas être parmi nous. Moi, ce que je vous propose, et il n'y a plus de questions, c'est de vous remercier tous. Peut-être de donner une dernière fois la parole au président de l'Association nationale des maires de stations de montagne afin qu'il conclue notre atelier. Et ensuite, restez avec nous. Il y aura la conclusion de l'ensemble du Festival international des métiers de la montagne. Toujours réalisé de main de maître, c'est un moment toujours important. Moi, j'aime me rendre d'habitude au manège, mais là, non, ça n'a pas été possible. Merci à Monique, évidemment, Monique Marchal, pour l'organisation brillante de ces ateliers. Merci à Futur Prod aussi pour la technique, ça s'est bien passé. Et donc, après que Jean-Luc Bock aura conclu cet atelier, on donnera la parole à Christophe Rosset, président de Montanéa, et à Claude Muyard, le président du Festival international des métiers de la montagne. Merci Laurent. Alors simplement pour conclure, vous l'avez tous compris, on est plus que jamais tous unis. Cette saison d'hiver, on l'espère, qui va commencer difficilement, qui est déjà très difficile parce qu'il faut la mettre en œuvre, il faut insister sur beaucoup de choses et il faut absolument être solidaires les uns des autres. Espérons-le que pour l'avenir, ce soit définitif et que les querelles intestines d'une station à l'autre, les querelles entre des socioprofessionnels et d'autres, les querelles avec des élus sur une station, ce soit du passé
C'est dans la difficulté qu'on arrive à se réunir et à travailler ensemble. C'est dans cette difficulté en ce moment qu'on co-construit ensemble l'avenir de notre montagne. Elle est vitale pour nous tous. On en a besoin. Restons unis, soyons forts et battons ce virus parce que là, il nous a posé bien des problèmes. Mais l'avenir, il est collectif plus que jamais. Et quand on fait partie d'une cordée, on doit penser à celui qui est devant nous et à celui qui est derrière nous. Voilà, portez-vous bien. Ouvrons rapidement nos stations dès qu'on le pourra et en toute sérénité et en toute sécurité. Merci à toutes et à tous. Merci Jean-Luc. Je vais demander aux personnes qui sont avec nous sur cette estrade virtuelle de bien vouloir fermer leurs fenêtres, se retirer afin qu'on puisse laisser venir à nous Christophe et Claude, car je crois qu'on est limité, merci, on est limité en nombre de personnes sur cette estrade virtuelle. Et donc la parole est au président de Montanea, au président du festival.